Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. L'imaginaire de l'enfant est un sujet que le docteur Philippe Garcia, pédopsychiatre, estime essentiel car selon lui, il nous différencie d'autres espèces et peut être considéré comme un impératif de bonne santé. Dans cet entretien, le docteur Garcia, qui exerce dans plusieurs établissements varois ouverts aux enfants et aux adolescents, nous explique les mécanismes familiaux et sociaux nécessaires au développement de l'imaginaire chez l'enfant. Un développement qui se poursuivra par l'empilement de couches successives durant toute notre vie d'adulte et même jusqu'à un âge très avancé. On comprend mieux ainsi pourquoi l'enfant qui est en nous ne nous quittera jamais. Philippe Garcia, pourquoi êtes-vous devenu pédopsychiatre ? D'abord, c'est la médecine, c'est-à-dire une volonté de soigner d'abord les corps, évidemment, naturellement. Et puis, moi, pour des raisons familiales, je baignais dans la psychiatrie. Ma mère s'occupait d'une clinique psychiatrique, donc j'ai toujours connu un peu ce milieu-là. Je me suis intéressé très tôt à la psychanalyse aussi, dès le début de mes études médicales. J'ai même fait psychologie et médecine un peu en même temps au début. C'est-à-dire psycho, fac de lettres, et médecine, fac de sciences. Donc c'est un peu la guerre quand même entre les deux. Et puis c'est comme ça qu'on devient psychiatre, quoi. C'est parce qu'on vient un peu mettre du conflit dans la médicalisation du corps. On vient mettre un peu du psychisme là-dedans, de la pensée, et à s'intéresser un peu à d'autres choses que les bobos somatiques ou les pathologies organiques. Et puis voilà, on devient psychiatre comme ça. Et puis l'intérêt pour les nourrissons au départ, les enfants, et puis ensuite les ados, quoi. C'est-à-dire ce stade intermédiaire entre l'enfant, évidemment l'âge adulte, l'adolescent, c'est un cerveau encore d'enfant dans un corps déjà d'adulte. Donc ça génère quelques conflits, cette histoire-là, quelques conflits biologiques d'abord, avec la puberté, et puis sociaux, avec la rencontre avec le monde social, les lois, l'école. Pourquoi avons-nous besoin d'un imaginaire ? Alors l'imaginaire, on en a un besoin essentiel, c'est-à-dire que c'est ce qui nous différencie d'ailleurs d'autres espèces, même très élaborées, mais c'est cette capacité à pouvoir intérioriser finalement nos perceptions, notre regard, nos sensations en lien avec la réalité extérieure. Donc c'est presque un impératif de bonne santé. Et on peut dire d'ailleurs que beaucoup des troubles qu'on appelle aujourd'hui des troubles de la santé mentale sont liés à un défaut, à une carence ou un imaginaire trop rigide et qui ne permet pas finalement de s'enrichir et de s'étoffer en tant que sujet dans le monde. Donc c'est une nécessité, l'imaginaire, une nécessité psychique, et c'est une nécessité qui nécessite quand même un certain développement. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi. Le petit humain qui arrive sur Terre, son imaginaire est à développer. Il n'est pas encore installé, et c'est finalement les interactions avec son environnement, les rencontres, les expériences de vie, les réussites, les échecs, notamment dans les premiers temps de la vie, qui vont installer cet espace et cette temporalité aussi qu'on peut appeler l'imaginaire, et qui permettra l'imagination, c'est-à-dire une espèce de fonction, de métafonction même, permettant ensuite toute la vie de pouvoir amener à une chose qui est essentielle dans l'espèce humaine et qui manque aussi chez beaucoup de nos patients, c'est la création. La création de soi, la création de son projet de vie, la création autour des autres, la création émotionnelle, et puis la création parfois artistique, professionnelle, psychique. Est-il possible d'agir sur la construction de l'imaginaire de l'enfant ?
Oui, alors pendant longtemps, on a pensé que l'imaginaire, bon, d'abord, c'était pas l'essentiel. Il y a encore peu de temps, c'est-à-dire il y a encore un siècle, on pensait que, évidemment, ce qui comptait, c'était pas ça. Le côté imaginaire, c'était un peu une perte de temps, c'était pas forcément intéressant, c'était réservé aux artistes. Bon. Euh, et longtemps, on a quand même senti que l'imaginaire dépendait des influences extérieures. Mais on pensait que finalement, ça arrivait assez tard dans la vie. Grosso modo, autour de la deuxième enfance, hein. On parlait de l'âge de raison, on parlait de... Aujourd'hui, on sait que c'est quasiment déjà là, à la naissance, cette fonction-là. Et qu'elle commence certainement dès la conception dans le ventre de la mère, hein. Alors, c'est une capacité. Et cette capacité, je pense qu'elle concerne à peu près tous les êtres humains. Mais cette capacité seule n'est pas suffisante. Elle dépend d'interaction, elle dépend de sollicitation, de suggestion, d'expérience, d'expérimentation. Et donc elle dépend finalement du bain social, culturel, familial, dans lequel le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte va baigner, finalement va être, hein. Sachant que moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge et que même si on rate, j'allais dire, son enrichissement initial au niveau imaginaire, il n'est jamais trop tard et il y a des périodes de la vie qui permettent, peut-être pas de rattraper, mais qui permettent quand même de stimuler, de nourrir et finalement d'enrichir cette capacité créatrice. Même dans des cas parfois un peu désespérés, soit par des pathologies, soit par un environnement extérieur qui est très compliqué, potentiellement traumatique ou défaillant. Arrive-t-il un moment dans nos vies où l'imaginaire ne s'enrichit plus? Je crois que c'est comme la biologie. Son développement ne s'arrête jamais. Et bon, dans ma jeunesse, j'ai été gérontopsychiatre. Enfin, moi, j'ai commencé comme gérontopsychiatre pour aller vers la pédopsychiatrie. Donc, c'est un travail à travers, à reculons de la biologie. Mais finalement, à la fin de la vie, quand on voit des patients concernés par des démences de type Alzheimer ou autre, ils ont souvent un imaginaire très riche, alors qu'il n'est plus tout à fait adapté ou cohérent avec peut-être leur expérience de vie, leur environnement, leur famille, mais qui est encore là. Et je crois vraiment, pour répondre à votre question, que l'imaginaire est une fonction, comme la biologie, qui ne s'arrête pas, hein, mais qui par contre, un petit peu également comme nos cellules, peut être soumis à des moments où il y aura peut-être plus de destructivité que de construction. Pour des raisons qui sont souvent en lien avec, encore une fois, l'environnement et les réussites ou les échecs dans lesquels toute vie peut s'installer. Quel rôle revient aux parents, à la famille et plus largement à l'environnement social de l'enfant dans la construction de son imaginaire? Alors, depuis qu'on sait que quand même ça apparaît assez tôt, aujourd'hui les parents, les professionnels de la petite enfance sont assez sensibilisés à développer cette capacité imaginaire. Euh, Parce que imaginaire et émotion, ça fonctionne un peu ensemble. C'est pas délié. C'est-à-dire que pour développer des capacités imaginaires, il faut d'abord de la rencontre, mais il faut de la rencontre, j'allais dire, émotionnelle, quoi, de la rencontre sincère. Et il faut du regard. Et il est nécessaire d'avoir une forme de reconnaissance, de construction de soi, mais qui passe par le regard de l'autre. Et là, bien sûr que le rôle des parents, le plus tôt est essentiel pour que l'enfant aille vers ces capacités-là, aille vers ce développement de l'imaginaire. C'est d'abord une histoire de contenant. Faut d'abord élaborer le contenant. Et le contenant, cette intériorité, cette intériorisation, nous on appelle ça la subjectivation, la subjectivité, la réalité psychique intérieure. Ça passe d'abord par les premières interactions et par le rôle des parents. Et le rôle des parents dans leur
c'est pas qu'un rôle opératoire, c'est aussi euh, euh, on est un peu parent comme on a été aussi enfant. Donc c'est le rôle de l'histoire des parents aussi. C'est-à-dire euh, le moment également où arrive l'enfant. Euh, pour des parents qui, avant d'être des parents, sont un couple, qui sont dans une histoire qui a commencé bien avant leur rencontre. Et tout ça vient finalement s'amalgamer, se mélanger dans le désir d'être ensemble, le désir de construire une famille, d'avoir un enfant, et évidemment s'imprègne dans le regard des parents sur leur enfant, et là, de là l'imagination, l'imaginaire de l'enfant, dans la rêverie des parents aussi, va pouvoir s'opérer. L'imaginaire d'un enfant des années 2000 est-il très différent de celui d'un enfant des années 1900? L'imaginaire des enfants dépend donc du regard des parents. Et le statut de l'enfant aujourd'hui est très différent du statut de l'enfant, grosso modo, avant Seconde Guerre mondiale, hein. Et déjà, celui-là était assez différent du statut de l'enfant au XIXe siècle. Euh, donc, son imaginaire, bien sûr. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour qu'il y ait un développement de l'imaginaire, il faut quand même un petit peu de tranquillité. Évidemment, si on est un bébé qui manque de ses parents, si on est un bébé malade, si on est un bébé dans la rue parce que ses parents sont dans la rue, ou un bébé de parents migrants, ou dont les parents sont malades d'ailleurs, le rapport au réel va être tel que, évidemment, il n'y aura pas cette tranquillité pour développer des capacités dont on voit qu'elles sont intérieures et qui nécessitent quand même d'être un peu sécure, rassuré, d'être dans un environnement prévisible, contenant, répétitif, qui permet de pouvoir se centrer sur soi. Et donc, bien sûr que les situations de confort que nous avons aujourd'hui en tant que parents ne sont pas celles d'il y a 100 ans, ou ne sont pas celles que peuvent avoir des enfants aujourd'hui dans d'autres pays. Donc, ça dé- votre question est extrêmement importante, parce que bien sûr que ça dépend, j'allais dire, c'est même très lié à l'environnement parental, culturel, social et familial qu'il y a autour du bébé, autour de l'enfant. Où les enfants d'aujourd'hui puissent-ils pour nourrir leur imaginaire? Oui, alors en fait, l'imaginaire, pour le modéliser, peut-être, ce serait par rapport à la réalité extérieure et par rapport à ce qu'on appelle la cognition dans notre domaine, qui est la mémorisation, la compréhension, l'utilisation de nos connaissances. L'imaginaire, c'est très individuel, et c'est ce que pourrait être, ce qu'aurait dû être, ce que sera peut-être dans les rêves, la réalité. C'est-à-dire c'est une manière de, de- 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 d'intérioriser la réalité, parfois dans des dimensions tout à fait farfelues, hein. Mais c'est ce qu'on pourrait faire de la réalité en soi. Par rapport aux connaissances, on observe aujourd'hui des enfants ou des adolescents qui ont des très belles connaissances, qui sont précoces, qui sont haut potentiel, mais qui ne savent pas jouer avec ça. Or, ce qui me paraît important dans l'existence, c'est pas tellement le savoir, mais le jeu avec le savoir. C'est là où d'ailleurs il peut y avoir des capacités créatives. Parce que sinon, on ne fait pas mieux que nos disques durs ou que nos algorithmes. Là où les algorithmes, même s'ils tentent maintenant d'aller vers ça, mais là où pour l'instant ils sont encore en retard, c'est la capacité à inventer, à imaginer, à créer, et donc aussi à ressentir. Parce que tout ça est extrêmement en lien avec les sensations, les émotions, les affects, les sentiments. Euh, cette notion de jeu avec le savoir est extrêmement importante pour l'imaginaire. Mais l'imaginaire ne peut pas tourner à vide, il faut quand même qu'il soit nourri. Et bien sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les jeunes générations sont très tôt intelligentes. Euh, on a des enfants qui, des fois, à 7 ans, moi je vois des fois dans ce bureau, alors des préados, hein, 8-9 ans, qui m'expliqueraient le monde, et qui en savent plus sur la théorie psychiatrique que moi, parce qu'ils ont tout lu, tout vu. Bon, mais une fois que c'est dit, bon, et alors quoi? L'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est justement, il est d'abord au niveau des ressentis, du vécu.
Et puis au niveau de la capacité à imaginer tout ça, imaginariser tout ça, et finalement en faire une affaire personnelle. Et ça, ça passe pas que par les apprentissages ou la stimulation, j'allais dire purement cognitive. Ça passe aussi par un environnement affectif. Ça passe aussi par l'ennui, la tranquillité. S'ennuyer est une fonction extrêmement importante pour développer l'imaginaire. Et d'ailleurs, le risque, c'est qu'à plus s'ennuyer, on soit toujours à l'extérieur, dans des stimulations tellement intensives qu'une page n'en a pas une autre. Et c'est le principe du web et des réseaux sociaux, et des images. Une image n'en a pas une autre. Dans un mouvement tellement rapide qu'il n'y a même plus de subliminalité. Il n'y a plus l'entre-deux. Et finalement, il n'y a même plus le sujet. On pourrait être résumé à un pouce ou à un système cognitif, mais sans ressenti, sans intériorisation et surtout sans transformation de tout ce qu'on peut percevoir. Donc autrement dit, le, le- le- l'un des enjeux aujourd'hui, c'est que face à cette surinformation, sursollicitation, surconsommation aussi, parce que tout ça aussi peut avoir un certain intérêt mercantile, c'est de faire un peu une pause et de pouvoir réfléchir, penser, ressentir, intérioriser et transformer toutes ces stimulations. Encore faut-il en avoir le temps. Vous arrive-t-il de rencontrer des enfants en souffrance à cause de leur imaginaire? Alors, euh, l'imaginaire, c'est donc le lieu du jeu, de la transformation intérieure de ce qui nous vient de l'extérieur, de la métabolisation de nos émotions, de nos perceptions, de nos sensations, et c'est aussi le lieu finalement, de l'invention de soi, du roman familial, du roman personnel. Alors, s'il n'y a pas cet espace-là et cette temporalité-là, l'autre branchement, c'est la réalité extérieure. Et la réalité extérieure, sans capacité à la filtrer finalement en quelque sorte, euh, peut être, et d'ailleurs assez rapidement traumatique ou traumatisante. Parce que l'extérieur, c'est ce qui s'impose à vous. L'extérieur, c'est ce qui vient empiéter finalement. Et ça peut donner lieu à des souffrances assez majeures. Il y a tout un volet de la pathologie pédopsychiatrique qui est lié à des carences de la fonction imaginaire. Et je veux d'ailleurs dire que dans nos travaux quotidiens ici, ce qu'on essaye de faire du matin au soir, c'est d'activer, d'autoriser aussi cet imaginaire-là. Hein. À l'autre extrémité, on peut observer des replis dans l'imaginaire, c'est-à-dire des sujets, des enfants, des adolescents qui ne vont exister finalement que là-dedans, tellement le rapport à la réalité est trop impensable, trop traumatique, ou parfois très incohérent, pour différents types de raisons. Hein. Soit parce que les capacités de compréhension de la réalité ne sont pas là, ou alors sont transformées, sont mal signalisées finalement en soi, et donc assez rapidement, le seul repli du sujet, c'est en lui, dans une vie intérieure où l'imaginaire là prendrait toute la place, viendrait balayer toutes les frontières entre les connaissances, l'imaginaire, la vie réelle, soi et l'autre. Et là, on a tout un autre volet de la pathologie mentale que nous pouvons rencontrer dans les services, qui est au moins aussi grave que le premier, j'allais dire, hein, et qui s'ils ne sont pas traités, s'installent dans la durée et une fois adultes sont plus compliqués à prendre en charge. On a vraiment à l'adolescence un rôle essentiel de prévention finalement de la pathologie psychiatrique adulte. C'est un moment de la vie
où justement, n'étant plus enfant, sortant un peu de notre environnement ultra-parental, beaucoup de choses peuvent s'enrichir du côté de l'imaginaire, mais aussi beaucoup de choses peuvent flamber au regard des attentes et de la pression parfois sociale, et souvent un peu inquiétante, qu'on donne aujourd'hui aux enfants et aux ados par rapport à la réussite, par rapport à être un adulte modèle, responsable de soi, totalement autonome et performant. Autrement dit, là aussi, ce qui va compter, c'est l'environnement, c'est les autres, et c'est surtout des autres qui permettent un peu de rassurer, contenir, donner du temps, comprendre aussi, comprendre la différence qu'il y a inévitablement au sein de chaque existence. Aujourd'hui, l'un des modèles, c'est le standard. Faudrait que nous soyons des individus standardisés, passant par les mêmes chemins pédagogiques, éducatifs, voire psychiques, avec tous les correcteurs nécessaires pour nous mettre dans le standard. D'où l'inflation dans ma spécialité des troubles. Les troubles, il y a des troubles pour tout. Aujourd'hui, on est paresseux, ça peut être un trouble. On est gourmand, c'est un trouble. On a des enfants qui arrivent avec des diagnostics de ceci, de cela. Bon, je pense que essayer de pouvoir recevoir un sujet dans ce qu'il est, dans son environnement, dans ses capacités et aussi dans ses potentiels, qui sont parfois un peu écrasés par l'accumulation des difficultés ou de ce à quoi ils n'arrivent pas. En tout cas pour moi, c'est une volonté éthique et déontologique. Est-ce que l'imaginaire crée du commun, aide à rapprocher les individus? Un imaginaire suffisamment nourri, assoupli, enrichi, étoffé, permet deux choses, à mon avis, essentielles dans l'espèce humaine, quel que soit l'âge. C'est pouvoir faire semblant, quand même intéressant comme fonction, pas toujours être comme on est, et jouer, le jeu. C'est-à-dire, jouer, c'est aussi faire semblant, mais c'est aussi prendre du plaisir. Prendre du plaisir pour quelque chose qui n'est pas forcément économiquement rentable ou signe d'une performance majeure. Faire semblant et jouer, c'est essentiel pour avoir des bonnes relations sociales, pour être bien dans sa tête, pour s'étoffer dans la vie. Et l'imaginaire permet ça. Et donc, on voit bien l'importance que ça a aujourd'hui, hein, dans un milieu un milieu ambiant, un milieu social, où on a l'impression que la vie est un sport, quoi. Il faudrait se muscler tout le temps, être performant, gagner des médailles, se doper, ressembler les uns aux autres. Bon, et on voit bien que là, l'imaginaire là-dedans, c'est pas forcément ce qui prime peut-être, et c'est fort dommage parce que nous perdons de notre capacité d'abord créative. C'est-à-dire que le risque, c'est de s'ennuyer quand même, à force de faire du sport tout le temps. Et puis c'est le partage à plusieurs, qui est quand même quelque chose qui est quand même source on le sait d'ailleurs aujourd'hui, hein, on parlait tout à l'heure des patients concernés par des problèmes de démence. L'un des facteurs de risque essentiels de la démence, c'est d'avoir peu d'interactions sociales. Notre biologie cérébrale, elle a besoin de l'autre, et d'un autre renouvelé, d'un autre autour de soi, et ça dure toute la vie. C'est vraiment très important. Que reste-t-il de notre imaginaire d'enfant dans nos vies d'adultes? C'est une forme de sédimentation. L'imaginaire de l'enfant, non seulement ne disparaît pas avec l'âge adulte, mais c'est même un peu les fondations. C'est le sédiment, j'allais dire, inaugural, quoi. Et puis ensuite, il y a l'imaginaire de l'adolescence, qui est souvent un imaginaire. L'enfance, on peut l'avoir oublié. L'imaginaire de l'adolescent, il est souvent bien présent et il nous accompagne toute la vie. En fait, c'est une forme d'accumulation de couches. Ce qui est important,
je crois, notamment quand on est adulte, c'est de pouvoir avoir accès aux sédiments les plus profonds. D'abord, ça permet de comprendre, une fois adulte, les enfants qu'on a autour de soi et de ne pas se positionner de façon apostolique comme un adulte qui sait tout. Et puis ça permet aussi de rester jeune, d'ailleurs. Ça entretient la souplesse psychique à tous les niveaux. Et euh, cette capacité à pouvoir, même en étant adulte, jouer avec son imaginaire d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, je crois, est très importante pour la bonne santé future. Alors, ce qui peut se passer, ce qui se passe, hein, c'est que dans l'imaginaire, il n'y a pas que il n'y a pas que des choses heureuses, hein. Il peut y avoir des impasses, des échecs, et puis parfois des traumas, des choses qui sont douloureuses. Mais là aussi, la capacité à pouvoir transformer, même ces moments-là, les transformer en expérience et parfois les transformer en création, permet certainement de pouvoir, encore une fois, à l'âge adulte, être un adulte ouvert, curieux et suffisamment enrichi pour enrichir les autres. Voilà, parce qu'on voit bien que l'imaginaire, c'est aussi une histoire d'interaction et que soi-même, on peut enrichir l'imaginaire de l'autre. Le Père Noël est un des acteurs de l'imaginaire de l'enfant. Comment les parents peuvent-ils justifier ce mensonge lorsque la vérité s'impose à l'enfant? On a tous besoin, et notamment dans les premiers temps de la vie, qu'il y ait des choses qui se racontent, qu'il y ait des histoires qui se racontent, qu'il y ait une forme de mythologie un peu qui maille un peu la construction justement de l'imaginaire, de fables, de contes, d'histoires. Et finalement, le Père Noël, c'est une histoire comme une autre, c'est une croyance comme une autre, euh, qui dure ce qu'elle dure, mais qui fait aussi point de rencontre dans les familles, dans le social, dans le culturel, euh, et qui permet quand même d'avoir du partage, de la bienveillance, de la générosité, du bonheur, des rassemblements. Euh, cette fable, ou ces fables, parce qu'il y a le Père Noël, mais il y a aussi la petite souris, enfin il y en a. euh, euh, L'imaginaire, finalement, ce qui est objectif de ce qui les passe, ça l'importe peu. Ce qu'il a besoin, c'est d'être nourri. Et d'être nourri par des gens qui y croient aussi. Et je crois quand même que les parents, quand ils ont un nouveau-né, bon, ils parlent du Père Noël pour ceux qui peuvent transmettre ça, mais ils y croient aussi pendant un petit bout de temps. Et finalement, la déception les concerne aussi. Les concerne eux aussi en tant qu'enfants, quand ils étaient enfants et qu'ils y croyaient, et finalement les émotions qui se dégagent de ce moment-là sont extrêmement importantes parce que ce sont des émotions vraies à l'époque où eux croyaient aussi au Père Noël. Il y a un temps où ça ne dure pas, évidemment, parce qu'on se rend bien compte que tout ça n'existe pas, mais c'est un petit peu comme la magie. C'est-à-dire que la magie, c'est pas. Ce qui compte, c'est le contenant. C'est ce qu'on voit. Et finalement, c'est un petit peu comme aussi l'invisible. L'invisible, ça n'existe pas, et pourtant, c'est terriblement important. C'est-à-dire que c'est ça qui va développer les capacités imaginaires. Et ce qu'on voit en pathologie, chez les enfants ou les adolescents qui vont mal, souvent ils n'ont pas accès au mensonge. C'est-à-dire que finalement, le mensonge est aussi un signe de bonne santé. Et pouvoir se remettre du mensonge aussi. Et tout ça, c'est une question de développement. De développement avec les parents. Et finalement, il faut accepter aussi en tant que parent. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui dirige un peu ma façon de voir les choses, c'est Winnicott. Et lui, il disait qu'il ne faut pas être des parents parfaits, il faut être des parents suffisamment bons. Voilà, dans le suffisamment, ça veut dire qu'on peut se gourer, qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut mentir à ses enfants pendant un temps, à condition que ce ne soit pas des choses dramatiques. Le Père Noël, c'est pas grave, hein. Et souvent dans les familles, il y a des choses beaucoup plus graves qui font l'objet de secrets, de manipulations.
Le Père Noël, c'est pas si grave. Et finalement, ça permet aussi à l'enfant de voir que le parent n'est pas tout puissant, puisqu'il en vient à mentir. Et donc, ça permet aussi à l'enfant, à un moment, de sortir du cadre parental et d'aller explorer le monde. Si mes parents, ils sont pas tout, et si mes parents, ils sont un peu fragiles parce qu'ils peuvent m'inventer des trucs, eh ben, je vais aller voir ailleurs. Et c'est le sens de la vie. Grandir, c'est aussi se séparer, c'est aussi pouvoir se séparer. Se séparer d'abord des parents, puis ensuite des amis, enfin qu'on peut avoir, se séparer de l'école pour aller au collège, se séparer de l'enfance pour aller vers l'adolescence. Et c'est toute la question de l'existence. Et là, l'imagination, elle peut amortir, se nourrir, enrichir ces moments-là. Hein. Donc cette histoire du conte du Père Noël, c'est comme tous les contes. Ça sert un temps, ça fait matrice, ça fait fable, ça fait conte, ça rassemble. Il y a du bonheur partagé et ça c'est quand même essentiel dans les temps actuels.